Bonjour tout le monde. Un nouvel épisode de cette série d'interviews que je fais avec des femmes qui s'appelle en anglais What Drives Her et en français Mais qu'est-ce qui la motive? Donc c'est une série d'interviews où les femmes viennent parler d'une expérience soit personnelle, soit professionnelle. L'idée étant que on parle là de solidarité et de partage. Et donc l'idée de base étant que tout autant qu'on soit, on a besoin parfois d'avoir des idées nouvelles, d'avoir des options qui nous échappent peut-être à nous et que l'on pourra recueillir de quelqu'un d'autre, on pourra être inspiré par quelqu'un d'autre. Et puis, tout autant que l'on est, on peut inspirer d'autres personnes. Donc, c'est vraiment tout l'objectif de ces rencontres, parce que ce sont des rencontres que je fais avec ces femmes-là. Donc, aujourd'hui, j'accueille Maëlle Lelardic. Bonjour Maëlle. Bonjour Cléa. Et donc, Maëlle, aujourd'hui, tu vas nous parler de ton métier de doula, qui est très particulier, et tu nous ouvriras aussi ce thème avec la matrescence. Donc, dis-nous d'où vient ce mot de doula. Doula, c'est un mot qui vient du grec ancien. Donc, c'est pas un mot récent, qui est traduit par certains comme celle qui sert la mère. Mais bon, c'est un euphémisme parce qu'en vrai, en grec, ça veut dire la femme esclave. Et au temps de Socrate et de Périclès, donc on remonte quand même déjà quelques années en arrière, n'est-ce pas? La doula désignait en fait la domestique qui s'occupait de toutes les tâches à la maison et en particulier des soins de la maîtresse. Donc sa beauté, sa santé, les soins et naturellement la grossesse et l'accouchement. Donc elle fait partie aussi de la mythologie grecque. Et c'est là d'où vient le mot doula. Il a été utilisé par la première fois en fait par une anthropologue américaine qui s'appelle Dana Raphael. En 1973, elle en parle dans un livre et elle désigne à cette époque-là les mères expérimentées qui soutiennent d'autres mères avec leur bébé pendant la période postnatale dans le cadre donc, un peu spécial, c'était aux Philippines. Mais voilà, donc c'est comme ça qu'est apparu pour la première fois le mot doula, qui a été repris plus tard par des chercheurs en médecine qui s'appellent Marshall Klaus et John Kennel, qui sont tous les deux docteurs et qui ont essayé de comprendre un peu quels étaient les effets de la présence d'une femme à côté de la femme pendant la grossesse, l'accouchement et le postnatal. Ils l'ont appelé doula. Et en 92, ils ont créé une association américaine qui s'appelle Donna International et qui regroupe avec d'autres femmes évidemment, d'autres docteurs, et qui aujourd'hui est l'association la plus ancienne de doula, qui vient des États-Unis. D'accord, donc c'est né dans le bassin méditerranéen, si je comprends bien, en Grèce. Hein, elle existe dans les mythologies, ouais. Elle existe dans la mythologie, c'est ce que tu disais. Et puis après, il y a une espèce de gap qui s'est fait où c'est passé aux US. Ouais. Et puis depuis les US, je ne sais pas si c'est resté longtemps ou pas là-bas. Et puis après, petit à petit, ça s'est propagé en Europe et dans le monde entier. Ça en est où maintenant au niveau géographique? Si on part de la Grèce antique avec Galantis, qui est dans la mythologie grecque, qui est une expérience de doula, en 92, le mot doula en 1973, le mot doula réapparaît sur le territoire américain par l'anthropologue Dana Raphael. En 92, il est repris pour l'association. En 2001 est créée l'association anglaise des doulas, Doula UK. Donc on a un certain gap. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas auparavant, mais elles sont regroupées en association depuis 2001. D'accord. Et en France, parce que voilà, un pays qui nous tient à cœur tous les deux. La première association doula date de 2003. D'accord, 2003. Donc, on peut imaginer que peut-être en Asie ou en Europe centrale ou en Europe de l'Est, ce n'est pas encore développé ou peut-être Si, je n'ai pas été chercher jusque-là. Je sais qu'en 2011, le mot doula a fait son apparition dans le dictionnaire Hachette. Donc, ça veut dire donc j'ai la définition devant moi. Hein, ça veut dire femme qui accompagne une femme enceinte pendant sa grossesse et après son accouchement. C'est très clair. Ouais. Elle existe dans d'autres pays. Hein. Aux Pays-Bas, ils ont des doulas, mais ils ont aussi ce qu'on appelle des kramzor, qui sont des femmes qui aident les femmes après l'accouchement, pour le coup, qui vraiment reprennent toutes ces tâches quotidiennes.
en Asie et dans les sociétés un peu plus traditionnelles, ils ont encore toute une entraide de femmes qui aident la femme. Et en fait, je pense que la doula vient combler un peu ce manque dans les sociétés traditionnelles, dans les sociétés modernes, pardon, Oui, c'est ça. qui est un rôle qui était en fait avant celui de la mère, de la grand-mère, de la femme du village, si vous voulez, qui était là et qui assistait donc la femme pendant sa grossesse, son accouchement et juste après pour l'aider en fait. Oui, oui, c'est frappant quand j'entends ce que tu expliques. C'est que moi, je me rappelle, ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère parlait de ça en disant que c'était, voilà, et comme tu dis, il y avait une femme dans le village qui faisait ça, qui aidait, parce que les femmes n'allaient pas forcément, surtout dans la campagne, à l'hôpital pour accoucher, ça se faisait dans la maison. Et il y avait une dame du village ou alors une mère, une grand-mère qui venait là et qui aidait la parturiente à accoucher. Et c'est vrai que dans les sociétés dites modernes, c'est quelque chose qui, bon, la naissance a été très médicalisée, donc est passée à l'hôpital, quoi. Donc ça a un petit peu disparu. Donc en fait, c'est une renaissance, enfin si c'est le cas de le dire, de J'aime quelque bien. chose qui existait déjà depuis la nuit des temps, en fait. Ah oui, c'est une femme qui aide une femme. Enfin, je veux dire, sur tous les plans. Je pense que la doula, aujourd'hui, elle a vraiment pour vocation d'accompagner, de soutenir la future mère, et même tout son entourage d'ailleurs. Donc, je le répète, pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale. Par Donc son expérience ça et couvre sa tout le formation. processus. Oui. Exactement. Donc, elle est formée. Hein, elle intervient en complément du suivi médical. Donc ça, c'est très important de le dire parce que la doula n'est pas médicale. Elle ne fera pas tout ça. Elle n'accouche pas non plus. La doula, elle est vraiment là en tant qu'accompagnatrice, supportrice. Elle va vraiment s'occuper des besoins de la mère hein, pendant que l'équipe médicale s'affairera et la sage-femme s'affairera à l'accouchement à proprement parler. En fait, la doula, elle est à l'écoute des désirs de la maman, de ses besoins notamment, et elle va la suivre dans ses choix. Autre chose, puisqu'on le mentionnait dans les sociétés modernes actuellement, on n'a pas une continuité dans le suivi. Oui, c'est vrai. Et autant la doula n'est pas médicale, donc elle ne va pas offrir un accompagnement médical dans la continuité, mais aujourd'hui, une femme qui ne va pas avoir une continuité dans son suivi je parle de là, il est très rare qu'une mère soit suivie par la même personne tout au long de la grossesse. Ouais. Il est rare qu'elle connaisse la sage-femme qui va être là et qui sera présente lors de son accouchement. Et de fait, il est rare qu'elle ait pu établir une confiance avec cette femme qui va l'accompagner de A à Z. Alors, il y a de plus en plus de sages-femmes qui quand même apportent cette continuité, mais ce n'est pas le cas quand on accouche à l'hôpital, par exemple. Là, pour ça, il faut plutôt privilégier un accouchement à la maison, ce qui est possible ici, beaucoup moins en France. Oui. Donc, en fait, la doula, c'est elle qui fait un petit peu le lien dans toutes ces différentes phases que la femme connaît quand elle est enceinte et jusqu'à l'accouchement. Est-ce que tu pourrais nous décrire quel est très, très concrètement le travail de la doula dans ces différentes phases? C'est-à-dire pendant la grossesse, au moment de l'accouchement, peut-être, si elle est là, et après l'accouchement. Alors, tout à fait. Donc, la doula, elle crée une continuité. Donc, je dis, elle est là pour établir une relation de confiance, de complicité et d'intimité avec la maman. Donc, elle permet à la mère de se sentir en sécurité émotionnelle, donc à chacune des étapes du devenir mère. Elle est aux côtés de la mère, un peu comme une fée marraine. C'est Mother Fairy qu'on utilise beaucoup ici. Elle peut être comme une meilleure amie, un peu expérimentée, bien informée, une maman, une grand-mère, enfin bref. Donc, elle écoute les questionnements de la maman, de la femme enceinte ou de la jeune maman. Elle va la guider dans ses choix, elle et son compagnon ou sa compagne, parce que se posent beaucoup de questions forcément pendant la grossesse. Les mamans, les mamans, même les compagnons et les compagnes, hein, sont un peu perdus dans tous ces méandres, ne savent pas exactement à quoi s'attendre, vivent les choses un peu au jour le jour, ont peur de la grossesse et de l'accouchement qui va venir. Donc, la doula, elle est vraiment là pour les aider et les guider. Donc, elle les écoute. Donc, moi, en tant que doula, mon premier rôle, c'est d'écouter la maman surtout, hein, pouvoir la rassurer, peut-être la guider un peu dans ses choix.
Alors, par contre, j'aimerais insister sur quelque chose, c'est-à-dire que la doula, elle ne juge pas. Donc, elle agit vraiment sans jugement. Elle a la possibilité de discuter les différentes options qui s'offrent aux parents, mais elle va jamais les dicter. D'accord? C'est vraiment toujours les parents qui seront à l'initiative des choix qu'ils vont faire, bien évidemment. Avant l'accouchement, oui. Est-ce que je peux juste poser une petite question? Tu dis, parce qu'il peut y avoir des craintes, les mamans peuvent avoir peur par rapport à peut-être l'accouchement, ou je sais pas. Et quel est à ce moment-là le rôle de la doula pour une maman ou un couple qui n'aurait pas peur de l'accouchement? Parce que ça peut arriver aussi, peut-être quand la grossesse est prise de façon, ma foi, relativement naturelle, ou quand il y a eu une première ou plusieurs grossesses et que ça s'est très bien passé, qu'il y a un autre... Voilà, il n'y a pas forcément cette notion de peur, mais il peut y avoir quand même une notion d'avoir besoin d'une oreille attentive ou de partager des émotions, des choses comme ça. Donc, est-ce que ça fait aussi... Est-ce que tu vois aussi des mamans, des futures mamans qui sont comme ça, des gens qui n'ont pas forcément peur, mais qui ont quand même peut-être besoin de partager certaines choses? Oui, je crois que c'est le plus grand bénéfice effectivement de la doula, ça va vraiment être cette oreille, cette écoute pour les parents, ma future maman essentiellement, de pouvoir partager ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, de pouvoir se rassurer même sur les choses qui sont normales, même si elle n'a pas peur de la grossesse ni de l'accouchement, qu'elle en a eu plusieurs expériences, elles seront jamais les mêmes. Donc il y aura toujours des petits questionnements, vous voyez, de pourquoi, est-ce que je fais bien, est-ce que c'est normal, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Donc la doula, elle est vraiment là pour pouvoir la soutenir quelque part et l'écouter d'abord dans un premier temps. Une grande partie de mon travail avant la naissance, c'est d'informer les parents sur, j'ai envie de dire, comment se déroule une naissance en fait. À quoi s'attendre? La plupart du temps, ils ont des cours de préparation à l'accouchement et souvent, ils ont encore beaucoup de questions. C'est pas suffisamment concret. Ils ont envie de savoir en fait, mais je fais quoi? Et en leur expliquant comment se déroule un accouchement physiologique, à quoi s'attendent des différentes étapes, alors on leur redonne aussi le pouvoir de comprendre. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont acteurs en fait. Oui, c'est ça, ils reprennent contrôle de ce qui se passe. Ils reprennent contrôle de ce qui se passe, ils comprennent les enjeux, les enjeux de l'accouchement, et ils sont aussi capables, à chaque étape de la grossesse et de l'accouchement, puisqu'on en est là, de pouvoir prendre des décisions informées. Oui, c'est ça, c'est le plus important. Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y aurait un parallèle avec ou une plus grande importance justement de ça, avec l'hypermédicalisation d'une grossesse? Oui, moi j'en suis convaincue. En fait, la plupart des parents à qui je discute du déroulement physiologique se rendent bien compte en fait que finalement il y a tout un processus naturel qui se met en place dans le corps. Ils apprennent aussi, la maman apprend à se faire confiance, le papa apprend à pouvoir aider la maman à se faire confiance. Je le répète souvent, les deux choses les plus importantes pour un accouchement, c'est l'ocytocine en forte dose et très peu d'adrénaline en fait. Donc tout le rôle du partenaire et de la maman, du partenaire en fait, va être de favoriser un environnement plein d'ocytocine pour que la maman puisse accoucher de façon physiologique et de maintenir un niveau de stress et d'adrénaline le plus bas possible. Dans un accouchement médicalisé, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place puisqu'on est constamment interrompu pendant l'accouchement par des médecins, par des questions, on peut être distraite par rapport à ce qui se passe, etc. Alors qu'en fait, on incite beaucoup la maman à rester dans une bulle. Donc, l'accompagnement que je fais en amont va vraiment aider la maman à faire ses choix en fonction de ça. Et surtout à pouvoir se recentrer, c'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir contrôler son accouchement, bien évidemment, mais elle pourra à chaque étape se dire, oula, comment je fais maintenant pour remonter l'ocytocine et baisser mon stress? Voilà. C'est-à-dire des outils très, très, excusez-moi, je vous interromps, des outils très, très concrets, des exercices peut-être, je ne sais pas quels exercices ou quels outils éventuellement à apprendre ou... Alors effectivement, on discute de ça, c'est-à-dire qu'elle est capable de savoir ce qui la rassure. Donc, elle va mettre en place des choses pour elle
son partenaire ou sa partenaire savent aussi qu'il la connaît bien, va pouvoir aussi savoir quelles sont les choses qui vont la calmer, la rassurer, l'aider, quels mots employer pour l'aider, pour la motiver. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place dans l'environnement autour de nous, dans la chambre d'hôpital ou dans le birth center ou même ici à la maison? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour l'aider encore plus? Vous voyez, une doula qui est présente à l'accouchement, ça va être son rôle. Elle va vraiment être celle qui va tenir la main de la maman, la motiver, la coacher. Vous voyez, un peu comme quelqu'un qui viendrait courir à côté de vous quand vous faites un marathon pour vous aider à aller jusqu'au bout, en fait. Ouais. Et comment, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'allie avec le travail de la doula et la présence de la doula à l'hôpital, où effectivement c'est beaucoup plus médicalisé, où il y a la sage-femme, le médecin accoucheur s'il y en a un, l'anesthésiste s'il vient poser potentiellement une péridurale. Comment est-ce que votre travail à vous en tant que doula comment on dit, je perds mes mots en français, complémentaire, comment s'organise la complémentarité de votre travail avec le travail des différents intervenants médicaux? Alors, pour moi, la sage-femme et le médecin sont vraiment deux choses à séparer. La sage-femme sera toujours présente lors d'un accouchement, puisque c'est son métier à elle, son rôle, c'est de pouvoir aider la femme dans son accouchement, l'accompagner et la soutenir. Le médecin, lui, il intervient dans un second temps, j'ai envie de dire, si jamais il y avait un problème en accouchement et qu'il fallait et que cet accouchement sur la femme nécessitait une intervention médicale. Donc, si on enlève l'intervention médicale et qu'on se concentre sur le processus physiologique de la naissance, alors il y a toujours une sage-femme ou deux sages-femmes qui sont présentes avec la maman. Les doulas, ici, elles arrivent en complément. Et ils ont l'habitude. On a un deuxième partenaire de naissance, si vous voulez, en plus du papa ou de la compagne, vous voyez, ou du compagnon. Oui. C'est-à-dire que la femme arrive déjà souvent avec un partenaire d'accouchement. Parfois, les doulas, elles interviennent sans que le partenaire d'accouchement soit présent parce qu'il n'y a pas forcément de partenaire, parce que le partenaire ou la partenaire ne se sent pas du tout accompagné, voilà, ou parce qu'il y a un petit à garder à la maison et que de fait, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, la doula, elle vient vraiment comme partenaire d'accouchement. Donc, elle ne fait pas le rôle de la sage-femme, on est bien d'accord. Oui, ça c'est évident. Et en fait, je me demandais aussi, est-ce que ce travail de doula est reconnu par le personnel médical, par les sages-femmes? Ah oui. Oui, d'accord. Oui. Parce que en fait, il est reconnu, même déjà sur un point de vue médical aussi, que les accouchements, quand les femmes sont bien accompagnées, bien soutenues pendant leur accouchement, alors l'accouchement va plus vite. Il se passe mieux et avec beaucoup moins d'intervention médicale. Donc avoir une doula à ses côtés, c'est aussi quelque part, ça aide aussi à réduire tous ces risques-là. Pour les sages-femmes et personnel médical, c'est quand même un énorme bénéfice ici. Ouais. Oui. En fait, on travaille en équipe avec le personnel pour que, justement, on est là tous ensemble aux côtés de la femme pour qu'elle arrive à l'aboutissement, c'est-à-dire à la naissance de son enfant. Oui. Et avant de parler justement de comment tout ça se met en place au sein du système de famille, il me semblait bien que vous m'aviez dit, et j'avais trouvé ça fort intéressant, très concrètement, les actions d'aide que vous faites. Je me rappelle que vous disiez s'il y a besoin de faire à manger potentiellement, ou s'il y a besoin de faire une tasse de thé, enfin des choses extrêmement concrètes pour la maman. Si vous pouvez nous en parler un petit peu. Oui, en tant que doula, on parle de la fée marraine, on dit aussi qu'on materne la maman. Donc, mothering the mother. Ça sonne mieux en anglais, je ne sais pas pourquoi. Donc, on est vraiment là pour donner la maman l'espace nécessaire dont elle a besoin, en fait. Soit, et essentiellement en post-accouchement d'ailleurs, l'espace nécessaire pour se remettre de la grossesse, de l'accouchement et pouvoir se concentrer, en fait, sur l'essentiel, à savoir ce nouveau-né, ce nouveau rythme avec bébé, ce rythme familial qui va aussi changer, la dynamique familiale qui va changer. Et nous, on intervient, en tant que doula, on intervient vraiment là pour faire en sorte que cet espace soit protégé, en fait.
Et c'est la même chose pendant l'accouchement, c'est-à-dire que cette espèce d'espace sacré où on veut laisser la maman dans sa bulle, on est un peu les gardiennes de ça, en fait. On fait en sorte que la maman, elle puisse rester dans sa bulle pour pouvoir faire ce qu'elle a à faire. Et pareil, en post-accouchement, pour qu'elle puisse se concentrer sur l'essentiel et pour garder du repos, nous, on va interagir, on va agir à la maison pour l'aider dans ses tâches quotidiennes, selon les besoins qu'elle a, en fait. Certaines mamans ont vraiment besoin que ce soit carré, d'autres moins. On suit. On fait un thé, on offre un repas à la maman qui est en train d'allaiter pour être sûr que voilà, ses besoins à elle soient aussi complètement pris en compte et voilà, qu'elle puisse se exactement. concentrer. Tiens, mais ouais, faut que ses besoins soient pris en compte justement et qu'elle n'ait pas tout ça parce qu'on le remarque, c'est un peu, surtout après la naissance, parce que c'est là où j'interviens le plus. Après la naissance, elles sont dans un nouveau rythme qui est complètement chamboulé. Oui. Vous voyez, c'est normal, hein, tout le monde passe par là. Mais d'avoir quelqu'un qui peut nous tenir la main et qui peut nous aider voilà, dans les choses pratiques du quotidien, ça permet aussi de se libérer l'esprit au maximum pour pouvoir justement se concentrer. On s'assure que la maman, elle mange correctement, qu'elle ait suffisamment à boire, qu'elle ait tout ce dont elle a besoin à disposition, qu'on puisse même, qu'elle puisse se doucher. Voilà, tout simplement, même, on peut surveiller son enfant pendant ce temps-là. Elle peut se reposer aussi. Pendant ce temps-là, nous, on va prendre, tout ça. Elle va pouvoir prendre quelques heures de sommeil qu'elle aura perdu la nuit. Elle pourra les récupérer dans la journée parce qu'on sera là pendant ce temps-là pour s'occuper de tout. C'est vraiment se libérer l'esprit complètement pour pouvoir se recentrer. Est-ce que vous diriez que, c'est ce que j'entends maintenant, mais je peux me tromper, est-ce que vous diriez que la phase, dans ma tête, j'ai la phase avant l'accouchement, la phase de l'accouchement et le postpartum. Est-ce que vous diriez que ou pas, que la phase où la maman et le système famille a besoin de plus de soutien, c'est quand le petit bouchon est arrivé et que le bébé est là? Donc, plutôt en postpartum ou pas? Oui. En fait, c'est ce qui m'a amenée à ce métier-là en premier lieu. On est beaucoup accompagné pendant toute la grossesse. Donc, on a un suivi médical qui est quand même très fortement poussé dans nos sociétés à nous. Arrive l'accouchement, qu'on vit un peu comme un aboutissement de quelque chose. On parle toujours de l'accouchement à venir. Et en fait, si on replace les choses dans son contexte, l'accouchement, c'est le début. C'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle vie. Et après ça, les femmes, elles sont renvoyées à la maison. En France, on va rester quelques jours à la maternité. Ici, même pas forcément. On rentre chez nous et voilà, débrouille-toi. Ouais. Évidemment, c'est naturel. On va se débrouiller. On va naturellement essayer de trouver nos marques. Mais les mamans, elles sont confrontées à un nouvel être les mamans et les papas et les parents, enfin, je veux dire en général, sont confrontés à un nouvel être. Et malgré tout, ça a beau être notre bébé, il faut quand même qu'on apprenne à se connaître, à interagir à trois dans une nouvelle dynamique familiale, parfois avec des grandes sœurs et des grands frères. Et puis la mère, la femme qui devient mère, le compagnon ou la compagne qui devient parent, le couple qui devient couple parental. Vous voyez, tout ça, ça fait beaucoup de rôles qu'on essaye justement de juxtaposer, et d'harmoniser un petit peu. Avec la fatigue, le post-accouchement qui, forcément, des fois, nécessite aussi une guérison. Voilà, des émotions qui balancent, des hormones. Vous voyez, tout ça, c'est dur. C'est vraiment une période qui n'est pas forcément facile à vivre. Et on l'impose aux mamans comme si c'était inné. Ouais, ça, c'est vraiment un thème qui est très, très intéressant parce qu'effectivement, il y a tout plein les messages qu'on reçoit, c'est être maman, d'abord, c'est normal, alors que ça n'est pas forcément pour toutes les femmes. Et ensuite, tu verras, c'est naturel et ce sera facile et ce sera que du bonheur, c'est le but ultime. Enfin, voilà. Non, pas forcément. C'est ça que vous confirmez. Moi, je pense qu'on est parent au moment où naît notre enfant. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire auparavant. Et en plus de ça, ça s'apprend à être parent. Donc, c'est quand même si naturellement, on va l'apprendre tous les jours, on va apprendre, vous voyez. Et moi qui ai 2 enfants, j'apprends toujours. Et notre aîné,
je vais vivre toutes mes premières fois avec cet aîné-là. Donc, je serai toujours en apprentissage constamment. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, on apprend toujours. Donc, non, c'est pas inné. C'est naturel, certes, dans le processus de développement et d'apprentissage, mais enfin, c'est pas évident. Et puis, enfin, la société aujourd'hui impose quand même une sacrée pression aux nouvelles mamans. Hein. Elle doit être aimante, enfin, vous voyez, bienveillante, pimpante, avec des relations sociales incroyables, vous voyez, prête à reprendre le travail s'il faut, un bébé, une maison parfaite. Voilà. Alors, je crois que maintenant, on a un peu compris qu'on allait devoir laisser un peu ces pressions de côté et on essaye au maximum de lâcher. Mais bon, on doit aussi apprendre à laisser notre nous ancien de côté pour se concentrer. Et ça aussi, c'est un processus d'apprentissage. Je vais même placer le mot, hein, on parle de matrescence. Voilà, merci. J'allais justement dire, on parlerait de matrescence là, donc voilà, Oui. on parle de matrescence. Donc, quelques mots sur la matrescence? Oui, avec la matrescence. Ouais. Alors, la matrescence, donc je viens juste de l'évoquer hyper rapidement, hein. C'est un processus de changement de la femme qui devient mère, si vous voulez. Matrescence, c'est l'adolescence de mère, en fait. La transition vers la maternité. Donc là, hop, je reviens avec mon petite anthropologue américaine, Dana Raphael, donc celle qui a pour la première fois parlé des doulas. C'est elle qui a inventé le terme en fait de matrescence en 73 aussi, ou dans un essai sur l'allaitement, et elle parlait de changements spectaculaires sur l'état physique de la nouvelle mère, sur son état émotionnel, ses relations aux autres et même dans son identité de femme. Vous voyez, c'est quand même assez fort. Il a été démocratisé beaucoup plus tard, hein, parce que c'est que depuis un article de la pédopsychiatre, comment elle s'appelle déjà, Alexandra Sachs, qui en parle en 2017 dans un article du New York Times. Donc voilà, hop, elle démocratise le mot matrescence, qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Oui. Mais la matrescence, en fait, ressemble à l'adolescence sur plusieurs points. Donc, c'est pas un mot qui a été choisi au hasard. D'abord, par les changements hormonaux que subit la maman autant que l'adolescent, un corps qui est différent, donc il faut accepter son corps qui change, comme un adolescent ou une adolescente va accepter son corps qui change, et une maman, je fais exprès de prendre le mot adolescence pour le mettre adolescente pour le mettre en parler avec maman, on a un changement d'identité, on devient mère. On est la mère de quelqu'un. Et on a une relation qui est modifiée aussi. Vous voyez, on va comment dire, par relation modifiée, avec le nouveau rôle qu'on va prendre, on va avoir un rôle sociétal qui va être un peu différent aussi. Oui, donc c'est la relation à soi-même et la relation à l'autre. Exactement. Qui change de cadre, en fait. Hein. Qui change de cadre, et on change aussi de niveau générationnel quand on devient parent. Oui, c'est vrai. Ça, c'est assez intéressant aussi, je pense. C'est-à-dire que, surtout pour la première grossesse, évidemment, quand on est primipare, on n'est plus simplement la fille d'eux, on devient le parent d'eux, la mère de notre enfant. Et c'est vrai que ça modifie complètement les relations avec la génération précédente, qui aussi devient plus seulement parent, mais grand-parent. Donc, vraiment, chaque enfant va reconstruire un cadre, en fait, générationnel différent. Exactement. Et la doula, elle va aider, accompagner et soutenir en fait cette maman dans ce processus-là. Elle n'est pas indispensable, hein, je ne dis pas ça. Je dis juste, vous voyez, d'avoir une oreille bienveillante qui peut tout entendre. Des choses que vous n'aurez pas forcément envie de partager avec vos amis ou vous n'osez pas partager ni avec vos parents. Ne pas avoir de conseils non sollicités, etc. Oui, vous voyez, tout ça. C'est ça que moi, je pensais, oui. En tant que doula, c'est une grosse partie de mon rôle. Alors souvent, les mamans, elles viennent vers moi en premier lieu pour un soutien pratique parce qu'elles ont envie d'être accompagnées après la naissance. Mais en fait, elles en ressortent avec un soutien émotionnel plus grand qu'un soutien pratique. C'est surtout ça qui les marque en vraiment plus que le soutien pratique. C'est intéressant parce que c'est vrai que quand on est dans quelque chose d'aussi intime et qui provoque autant de changements que le fait d'être enceinte et puis d'accoucher, avec ce besoin de partager et d'être soutenu, évidemment que ce soit des amis ou des parents,
il y a une relation affective qui existe déjà avec potentiellement un passif aussi de cette relation affective. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que la doula, elle est là sans qu'il y ait ce passif affectif. Donc je peux imaginer que du coup, ça permet aux mamans et aux partenaires aussi, peut-être, et sans doute, de pouvoir se confier sans qu'il y ait de traces au niveau de la famille, justement, quand il y a des choses peut-être plus intimes ou en tout cas quoi que ce soit qu'il n'ait pas ou elle n'ait pas envie de partager, comme vous disiez, avec ses proches. Il n'y a pas de traces qui restent dans les choses qui seraient plus complexes, en tout cas. Oui, et si on reparle de couple parental, on est chacun issu, vous voyez, d'une histoire qui est différente. Mm-hmm. Et ensemble, on va reconstruire une nouvelle histoire pour une nouvelle famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, il y a tout le passif d'un côté de la maman, mais il y a aussi le passif du côté de la partenaire qui va rentrer aussi en jeu, qui peut parfois créer des clashs. En fait, la communication est essentielle et quand on est la tête dedans, souvent, voilà, c'est pas forcément toujours facile. Et d'avoir juste quelqu'un qui vient prendre la main, de vous donner une tasse de thé, vous écouter dans toutes vos émotions, voilà, on partage tout, hein, on est vraiment hyper intime avec ses mamans. Ça aide vraiment à pouvoir se sentir bien, se sentir écouté, se sentir aimé, se sentir vivre en tant que mère et femme. Oui, effectivement, et c'est nécessaire. Mais je me posais la question, est-ce que ça vous est arrivé de voir, parce que donc la doula et ce soutien et cette création de bulle qui accompagne la maman pendant ce processus de maternité, je me demandais s'il y avait eu peut-être ou pas des réactions de jalousie de la part de la maman, de la parturiente, ou bien de sœurs potentiellement, ou enfin de l'environnement proche, ou d'un papa, ou d'un frère, ou d'un cousin, enfin je ne sais pas, de gens qui seraient relativement proches et qui se diraient, mais qui fait quoi, voilà. Est-ce qu'il y a potentiellement ça parfois ou pas? J'ai jamais eu le cas. D'accord. Et quand on travaille avec quand les doulas travaillent avec des familles plus larges, tout le monde y trouve son compte, en fait. Et c'est vraiment un partenariat. La doula, elle peut, vous voyez, elle a aussi un côté soutien informationnel. Donc, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle de soutien émotionnel et pratique, mais il y a aussi tout un côté informationnel où elle va pouvoir donner les informations, donc pas ses propres opinions, hein, les vraies informations, voilà, basées sur des études, etc. On les transmet. Et tout ça, ça a un peu évolué avec les neurosciences finalement. Et les grands-parents, notamment les nouveaux grands-parents, qui n'avaient pas ça à l'époque, sont plutôt très curieux de comprendre d'où ça vient. Vous voyez, souvent, il y a même une remise en question de leur part, alors que, en fait, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens du bord à l'époque, donc on ne peut vraiment pas leur jeter la pierre. Les choses évoluant, on est toujours amené à se remettre en question. Et en fait, la doula, elle peut accompagner les grands-parents là-dedans aussi. C'est intéressant ça. Et toi, tu es française et tu es sur Londres. Est-ce qu'il y a un besoin spécifique des femmes qui ne vivent pas dans le pays où sont leurs familles? Oui. Est-ce qu'il y a un besoin spécifique? Je ne saurais pas répondre à cette question, mais je sais que dans les mamans françaises que j'ai accompagnées, j'ai pu voir effectivement d'abord qu'elles avaient envie de comprendre un peu quelle était la différence entre les deux systèmes de maternité, voilà, comment on devient mère en Angleterre, enfin, au Royaume-Uni, comparé à ce qu'elles ont pu entendre du devenir mère en France, que ce soit par leurs propres parents ou par des amis, en fait, qui ont fait l'expérience de la maternité plus tôt qu'elles. Donc, elles ont aussi besoin de se situer là-dedans. Mais moi, je ne suis pas en France, donc comment je vis ma maternité. Et puis, elles ont aussi souvent envie d'avoir un accompagnement après la naissance, parce qu'elles n'auront pas forcément leurs proches avec elles, et qu'elles ont envie d'avoir quelqu'un qui prend un peu soin d'elles quand même.
Oui, parce que j'imagine que là, on parle de Londres et de la France, mais on peut généraliser à toute femme qui n'habite pas dans son pays où elle a son comment on dit, network, son réseau de soutien. Et c'est vrai que souvent, il y a un manque pour garder peut-être les premiers enfants ou pour simplement être là, donner des conseils. Et effectivement, ça fait il me semble que ça peut faire une double importance du travail de la doula, là. Tout à fait. En fait, on agit un peu comme une go-to person, vraiment Oui. la personne vers qui se tourner pour toutes les questions qu'elles ont qui sont liées à à leur maternité, en fait. Et nous, en tant que doula, on est vraiment là pour les guider dans leur choix, les aider à devenir les parents qu'ils ont envie de devenir, Oui. leur donner les informations qu'ils ont envie d'avoir, les renvoyer vers les professionnels. Vous voyez, les professionnels qui peuvent les aider. Moi, j'accompagne aussi beaucoup les mamans dans leur processus d'allaitement pour celles qui allaitent, Ok. parce que l'allaitement, voilà, ça met du temps à se mettre en place et que en étant là tous les jours avec elles à leur côté, je peux aussi m'assurer que l'allaitement voilà, Ça fonctionne sera au comme il mieux. faut. Si jamais il y avait besoin d'une intervention, je peux les renvoyer vers des consultantes en lactation. Vous voyez, on a un carnet d'adresses qui est très grand avec professionnels avec qui on travaille et vers qui on peut renvoyer. Donc, vous voyez, cette maman, plutôt que de faire toutes ses recherches elle-même, elle a juste à poser la question Oui. et nous, on fait le reste. Et vous pouvez fournir ce dont elle a besoin. Petite question très, très en fonction de ce que l'on vit avec cette pandémie. Est-ce qu'il y a eu une modification de votre travail du fait du Covid? Enfin, quand je dis modification, je vais essayer d'être plus claire dans ce qui me vient en tête. Est-ce que il vous a été quand même permis de pouvoir avoir un accompagnement en présentiel avec ces mamans et ces couples pour cet accompagnement? Alors, aujourd'hui, oui, mais ce n'était pas le cas lors du premier confinement. Donc, lors du premier D'accord. confinement, on n'est plus intervenu au domicile de la famille. Et on a, tant bien que mal, essayé d'offrir un soutien virtuel, savoir par Internet, par téléphone, etc. Oui. Très Et et ça, en fait, c'était surprenant, mais ça a super bien fonctionné. C'est-à-dire voilà, que c'était ma les question. mamans, elles avaient plus d'accompagnement médical autant qu'elles en avaient. Et l'accompagnement médical nécessaire était toujours là, hein, je dis pas le contraire, mais elles avaient plus le temps disponible pour poser leurs questions un peu, vous voyez, générales. Donc ça, elles ont pu se tourner vers les doulas pour le faire, nous, on avait cette présence. Moi, j'ai accompagné des mamans en postpartum aussi pendant des mois. Sur Zoom, sur WhatsApp, vous voyez, par téléphone, par texto, des mamans qui avaient juste besoin d'être rassurées sur ce qu'elles faisaient. Est-ce que ça commençait par est-ce que c'est normal que de pouvoir être écoutées, de pouvoir identifier les choses qui leur tenaient à cœur et des choses qui, au contraire, étaient un peu lourdes à porter toute seule. Débriefer l'accouchement, pouvoir répondre, alors voilà, pouvoir les mettre en relation avec les personnes, enfin le personnel médical dont elles avaient besoin. En fait, on était quand même cette personne vers qui se tourner. Juste, on a pu faire, enfin moi en tout cas, j'ai pu apporter tout le soutien comme d'habitude, peut-être moins sur le côté pratique évidemment, puisque je n'étais pas chez elles pour leur faire à manger, mais il y a des doulas qui ont déposé à manger devant chez la maman. Ça, c'était complètement possible. Moi, je me souviens avoir changé des couches à ma poupée ou fait un bain à ma poupée en live pour que la maman elle se sente rassurée dans ses premiers gestes. Les deuxième et troisième confinements ont été un peu différents parce qu'on était là pour le coup en tant que social care ou encore on avait la possibilité d'aller travailler au domicile des mamans pour celles qui étaient à l'aise avec ça, bien évidemment. Bien sûr. Et elles avaient vraiment besoin de cette aide-là puisque finalement il y avait quasiment plus rien après pour elles. Et puis alors clairement pour celles qui étaient loin de leurs parents ou de leurs proches, il n'y avait même plus la possibilité de voyager. C'était un peu la panique. Donc d'avoir quelqu'un comme ça qui pouvait vous rassurer, c'était quand même assez idéal. Oui, c'était particulièrement important à ce moment-là. Ouais. Donc en fait, si je comprends bien, la doula est quand même une personne qui va travailler localement.
Parce que si vous envoyez, si vous dites, bon, ben voilà, il y a peut-être besoin d'une ou d'un spécialiste en lactation, ou peut-être besoin d'un ou d'une kiné pour renforcer le périnée, par exemple. Donc, ça veut dire que le travail online est possible, mais quand même, la doula travaille avec un réseau local de gens qu'elle connaît, en qui elle a confiance et à qui elle peut référer les femmes. Donc, il y a un Oui. travail local qui est important quand même. Après, on travaille aussi, nous, en association de doulas. C'est-à-dire que toutes les doulas ont dans leur réseau des gens de confiance. Donc, on peut aussi se référer. On ne travaille jamais toute seule. On se réfère toujours à d'autres pour être sûr de ce qu'on fait d'abord. Et en plus, pour pouvoir agrandir un petit peu le cercle de choses qu'on peut proposer aussi. Donc, localement, moi, j'interviens sur tout Londres. D'accord. Et j'ai un réseau effectivement de professionnels que moi je connais personnellement et en qui j'ai confiance, mais j'ai aussi des doulas en qui j'ai confiance ou d'autres professionnels autres que doulas en qui j'ai confiance et à qui je peux me référer pour. Oui. D'accord, je comprends. C'est vraiment un travail de networking, de réseau professionnel de confiance dont les femmes peuvent profiter quand il y a un besoin ponctuel. C'est vraiment ça, hein? C'est ça. Ok. Pour amener la fin de cette interview, est-ce que le fait... est-ce qu'il y a des doulas hommes? Il y en a un au Royaume-Uni. Parce que comme il y a des sages, alors je ne sais pas si on dit sage-femme homme ou sage-homme d'ailleurs, j'en sais rien, mais on peut se dire pourquoi pas, ou enfin je ne sais pas. Donc il y en a un, donc c'est quelque chose qui a priori n'est pas traditionnel, mais qui s'ouvre. Je ne sais pas si ça va s'ouvrir parce qu'il y a quand même une vraie notion de sororité, une vraie notion de femme qui accompagne la femme dans son intimité, et aussi une vraie notion de confiance de la femme qui fait confiance à une autre femme parce que voilà, on a vécu une expérience similaire parce voilà. Mais je vois pas du tout en quoi ce serait interdit aux hommes en fait. Oui, tout à fait. Peut-être ça deviendrait peut-être moins naturellement pour eux, mais il n'y a pas de raison. Et en fait, ça touche à un des points une des questions que je pose à tout le monde, qui est est-ce que le fait d'être une femme, comment est-ce que cela influence ce travail de doula? Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un désavantage? Ou est-ce que c'est totalement neutre, à votre avis? Moi, je pense que c'est un avantage, puisqu'on intervient en tant que... Bon, déjà, parce que doula, c'est une servante femme qui est au service de la femme, par définition. Parce que la femme se sent peut-être... Je ne sais pas. Moi, je pense que dans mon accompagnement, il y a deux choses qui jouent. Il y a le fait que je sois une femme qui entend les besoins d'une autre femme et qui ait envie d'aider une autre femme, un peu dans une question de sœur à sœur, ou... ma notion de maman, donc mon expérience de maman en tant que maman ayant vécu 2 accouchements, qui peut aussi aider à rassurer la maman. Alors évidemment, mon expérience est mes propres, hein, donc je vais évidemment jamais transposer mon expérience sur mes clientes. Mais parfois, ça rassure les clientes de savoir que elle a déjà eu un accouchement, elle sait de quoi je parle. Il y a une expérience de vie qui existe. Et vous parliez aussi de cette notion de sororité, donc cette notion de reconnaissance, en fait, hein, de femme à femme. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est particulièrement important dans ce travail de doula? Moi, je pense que c'est essentiel. Et je pense que au-delà d'esclaves, j'aime pas trop ce terme, je pense qu'on pourrait mettre un peu... impressionnant. Oui, ça vient de là. Donc, ça vient de là. Je pense que c'est une vraie notion de sororité. C'est une vraie notion de sororité, la doula. Vous voyez, chaque femme, il y a une doula pour chaque femme, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément convenir à tout le monde. Et je pense qu'il y a vraiment un besoin de connexion, de pouvoir se sentir à l'aise dans toute l'intimité qu'on a partagée. Souvent, on recommande aux clientes de voir plusieurs doulas, de discuter avec plusieurs, voir avec qui elles connectent le plus. Elles se sentent plus en confiance. Donc là, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a été choisi, on établit une intimité, un lien fort avec ces mamans. Et pour moi, c'est une acceptation de l'autre femme, l'autre mère telle qu'elle est, sans jugement. Vraiment être là pour l'aider à un peu la soutenir comme une béquille, voilà,
pour l'aider dans ses premières étapes de devenir mère, sans jugement, et dans l'acceptation complète de ce qu'elle est, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle veut. Et peut-être l'aider à aussi de temps en temps à définir ce dont elle a besoin dans ce moment qui est assez tumultueux parfois après l'accouchement, surtout après l'accouchement. Ça de l'aider à se recentrer sur elle aussi, oui. Oui, parce que c'est vrai que ça fait partie, sans revenir sur la notion de matrescence, mais de toute façon, elle fait partie de ce métier de doula, hein, forcément. C'est vrai que c'est de redéfinir quelle est la part de la personne qui est mère, la part de la personne qui n'est pas mère, la part de la personne qui est conjointe, qui est professionnelle, etc. Tout ça, de trouver un nouvel équilibre, en fait, entre toutes ces différentes parties de cette femme-là. Voilà, non, en fait, la sororité, c'est vraiment laisser la place à l'autre d'être l'autre. Voilà. Ah oui, dans une connexion de confiance et de sécurité. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Maëlle, de nous avoir vraiment parlé de ce travail, de cet accompagnement. C'est un travail et c'est un accompagnement de ce que fait une doula, qui est, je pense, un métier qui est de plus en plus connu, reconnu, semble-t-il, et de plus en plus connu de la population générale. Donc, pour toutes celles, où est-ce qu'on peut vous rencontrer, s'il y en a certaines qui sont intéressées? Alors, moi, je les renverrai vers mon site, vous aurez toutes les infos. Oui. Donc, c'est www.maëlle, doula, doula.com. Très bien. Et là, il y a toutes mes infos et il ne faut pas hésiter à juste prendre contact pour même comprendre ce que c'est une doula, comment on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut apporter à une famille, à une maman en particulier. C'est sans obligation de quoi que ce soit, évidemment. Un grand merci pour ça. Donc, pour toutes celles qui seraient intéressées pour elles-mêmes ou pour des copines ou pour une sœur, je remettrai toutes les coordonnées de Maëlle sous la vidéo. Et donc, n'hésitez pas à la contacter. Comme dit Maëlle, je pense que c'est très, très important de déjà poser toutes les questions, avoir un maximum d'informations pour après envisager de travailler avec une doula et travailler avec Maëlle. Merci encore, Maëlle. Merci, Pia. Au revoir tout le monde et on se retrouve à la prochaine interview. Au revoir. Au revoir.